bienvenue dans la série Beyond Arctic Frontiers ou Au-delà des frontières arctiques. Je suis votre hôtesse, Aliénor Perfit du Forum d'intelligence politique. Nous sommes rejoints aujourd'hui dans notre épisode 4 par Madame Claude Véron-Réville, envoyée spéciale pour l'Arctique et chef de la division pour les relations avec les pays d'Europe occidentale, arctique et régionale de l'Union européenne. Madame, puis-je vous appeler Claude ? Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, oui, vous pouvez m'appeler Claude. Merci. Pouvons-nous commencer tout d'abord par parler un petit peu de l'Union européenne ? Est-ce que vous pouvez nous présenter cela, un peu sa vision de l'avenir et aussi sa mission notamment par rapport à l'Arctique ? Bon, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour répondre à cette grande question. Ce que je peux dire, c'est que l'Union européenne, c'est plus qu'une organisation internationale. C'est quand même un projet d'intégration. Ce sont 27 États membres, puisque en route, nous en avons perdu un, mais nous en récupérerons peut-être d'autres. Un projet d'intégration dans la libre circulation des produits, des personnes, des services, donc une grande mobilité. Mais c'est également un projet d'intégration dans des domaines comme la recherche, l'environnement, la cohésion, ce qu'on appelle la cohésion, c'est-à-dire que les régions les plus riches aident les régions moins favorisées, l'agriculture, la pêche et de plus en plus l'industrie, et de façon croissante les affaires étrangères. Mais nous reviendrons peut-être là-dessus. Oui. C'est aussi un animal un peu étonnant parce que le gouvernement de l'Union européenne est en fait la Commission européenne. Ça agit comme un gouvernement. Il y a 27 commissaires, chacun nommé par un État membre, et chacun de ces commissaires a un portefeuille, un peu comme un ministre dans un gouvernement. Et nous avons des directions générales, nous en avons beaucoup, et les directions générales sont un peu comme des ministères. Par exemple, moi, je travaille au service européen d'action extérieure, mais je vais revenir là-dessus. Et alors, le pouvoir législatif, en quelque sorte, est avec le Conseil des ministres des États membres, qui se réunit en fonction des différents sujets. Conseil des ministres de l'Agriculture, Conseil des ministres de la Pêche, Conseil des ministres de la Recherche, Conseil des ministres Affaires étrangères. Et il existe aussi un Parlement européen qui est co-législateur. Il n'est pas co-législateur sur tous les sujets. Mhm. Alors, je vous ai dit que moi, je travaillais au service européen d'action extérieure. En anglais, on appelle ça EEAS, European External Action Service. Et nous avons un pédigré mélangé. C'est-à-dire que nous sommes pas tout à fait dans la Commission, mais nous travaillons avec la Commission pour représenter le fait qu'il reste une très grande compétence de nos États membres dans les affaires étrangères. Mais nous travaillons aux côtés de la Commission. Nous sommes un peu le bras affaires étrangères de l'Union européenne. Quelque chose que je voulais souligner, c'est que l'Union européenne a 144 délégations. Une délégation, c'est un peu comme une ambassade. Et à ce titre, nous avons le deuxième réseau plus important dans l'Union européenne, après la France et juste avant l'Allemagne. Donc, c'est un réseau de 144 délégations ou missions à l'étranger, c'est considérable. Et nous avons évidemment une délégation à Ottawa qui a été ouverte, je crois, dans les années 70. Également, au Canada, nous avons un bureau au Québec. Donc, à Montréal, voilà, précisément, qui est chargé des relations avec l'Organisation de l'aviation civile. Donc, c'est un peu notre fierté, ce réseau à travers le monde. C'est ce qui fait un peu notre force de frappe. Maintenant, vous m'avez posé une grande question. Quelle est la vision de l'Union européenne ? Je dirais, ensemble, nous sommes plus forts. Résumerai la vision de l'Union européenne. La vision de l'Union européenne, c'est un projet démocratique, c'est un projet de cohésion et de connexion. Voilà comment moi je le résumerai. Tout a commencé avec le marché intérieur, de plus en plus intégré, et nous avons des projets phares comme Erasmus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Erasmus, Oui. c'est les étudiants sans frontières à Oui. l'intérieur de l'Union européenne. Nous avons aussi des cartes de protection sociale qui peuvent être sans frontières. Ça aussi, c'est très important pour les étudiants, pour les citoyens.
Nous avons des projets de recherche Horizon qui sont des projets phares. Nous avons une réponse commune au Covid à Mhm. travers des achats groupés, des appels d'offres groupés pour les vaccins, Mhm. qui a permis une très large couverture de vaccination, une solidarité sanitaire et qui a permis un soutien aux économies de nos États membres dans ce moment de fermeture de beaucoup de commerces et d'entreprises. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de l'Union européenne? Je crois que les mots très importants restent sécurité. Évidemment, nous avons le conflit dans l'Ukraine voisine avec la Russie comme agresseur, la Russie qui est une menace. Il y a la compétitivité, donc sécurité, compétitivité et soutenabilité, Mhm. qui reste un fil rouge dans notre action Union européenne. Oh, super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être faire pour nos auditeurs un petit point sur l'histoire de l'Union européenne et son implication plus spécifiquement dans la région de l'Arctique? L'Union européenne regardait l'Arctique, mais c'était vraiment la périphérie de la périphérie jusqu'à il y a quelques décennies. Mm. Mais tout a changé au moment de l'adhésion de la Finlande et de la Suède en 1995. L'Union européenne a découvert son arcticité. Alors, ça existait déjà parce qu'il y avait le Danemark et avec le Danemark, le royaume du Danemark, dont fait partie le Groenland, mais c'était plus difficile à conceptualiser. Avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, l'Union européenne a commencé à regarder plus au nord. L'adhésion de ces pays veut dire qu'il y a eu des enveloppes spécifiques de cohésion pour ces pays pour soutenir le Grand Nord. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des régimes spécifiques pour l'agriculture du Grand Nord, par exemple. Évidemment, nous avons regardé le secteur de la pêche différemment avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Mais au départ, on avait un peu des difficultés à avoir une approche cohérente et structurée vis-à-vis de ce Grand Nord. Ça a commencé par la dimension nordique. La politique de l'Union européenne regardait la dimension nordique, mais c'était plus un organisme pour pouvoir coopérer aussi avec la Russie. Ça restait assez limité. Mm. Mais au fur et à mesure, il est devenu évident qu'on devait aller plus loin dans la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'Arctique, parce que finalement, on avait trois États membres qui étaient arctiques, le Danemark par le biais du Groenland, la Finlande et la Suède, mais nous avions également deux États associés très étroitement, qui sont la Norvège et l'Islande. Ce qui veut dire que le facteur Bruxelles s'appliquait. Le facteur Bruxelles, c'est la puissance normative de l'Union européenne. Ces normes et ces standards s'appliquent aux États membres, mais aussi aux États associés. Il y avait une politique de cohésion et de connexion qui s'appliquait aussi à l'Islande, à la Norvège. Politique de recherche, Islande et Norvège rejoignaient Horizon, qui est notre grand programme de recherche. Et donc, une première stratégie arctique a été publiée en 2008. Alors, c'était un peu de briques et de broc, je dirais. Ça citait les différents domaines où on intervenait. C'était à la demande de la Finlande, je crois. Mm. Et cette politique arctique a été mise à jour un peu tous les 4 ans, en fait, en 2012, en 2016 et la dernière fois en octobre 2021. Voilà. Et en octobre 2021, c'est la stratégie arctique où on a reconnu qu'il y avait un sujet de sécurité dans l'Arctique, sans exagérer ce sujet sécurité, mais on a mis également extrêmement en avant l'importance des partenariats internationaux avec le Arctic Council, le Conseil arctique, bien sûr, mais également dans nos relations bilatérales avec un certain nombre de pays. Mm, d'accord. Et est-ce que du coup on peut espérer recevoir la prochaine update cette année? Alors, cette année, non, je ne crois pas. D'abord parce qu'une révision ou enfin, finalement, mettre à jour une stratégie arctique, c'est comme sortir une nouvelle stratégie arctique. Oui. C'est un processus très long qui suppose la consultation très large. Un peu comme le Canada l'a fait pour Mhm. sa nouvelle politique étrangère pour l'Arctique. Le Canada a consulté beaucoup avec les différents territoires, avec les différentes provinces, avec les populations autochtones. Nous aussi, nous devons faire ça. Nous devons consulter en interne avec tous nos services. Il faudrait consulter avec les États membres, mais il faudrait aussi lancer une consultation publique pour avoir l'avis des régions du Nord, du Grand Nord, qui peuvent avoir un avis différent de leur capitale. Il faudrait
il faudrait consulter les communautés autochtones, il faudrait consulter les communautés scientifiques, les organisations non gouvernementales. Donc, c'est un processus assez long. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut trouver un nouvel angle d'approche à une telle stratégie. Peut-être pas un angle d'approche totalement différent, mais il faut décider de changer l'approche. Nous n'en sommes pas là. Je n'exclus pas que ça intervienne à terme. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons peut-être nous pencher un petit peu plus dans votre mandat spécifique? Je serais curieuse de savoir quelles sont les 3 plus grandes priorités que vous avez et qui vous tiennent tout particulièrement à cœur d'avancer. Alors, ce sont 3 priorités qui existent déjà, mais 3 mots qui résonnent beaucoup pour moi, qui sont, je les ai cités, c'est cohésion, connexion, et je rajouterai un troisième terme qui est l'humain. Le Groenland a pris la présidence du Conseil de l'Arctique au nom du Royaume du Danemark. Les présidents groenlandais, présidents au sein du Conseil Mhm. arctique, ont annoncé qu'ils voulaient remettre l'humain au centre du Conseil arctique. Je pense que c'est très important, effectivement, que ce soit la consultation de ces populations, mais penser à leur bien-être, penser au développement des régions pour leur bénéfice est extrêmement important. Mais il y a un mot qui revient constamment, c'est le mot sécurité. Et alors, pour nous, Union européenne, c'est sécurité au sens large. Il y a la sécurité humaine, donc ça peut être la santé, très important, la santé mentale, notamment mise en avant par nos collègues inuits. La sécurité face aux catastrophes naturelles, qu'on parle des feux de forêt ou de la fonte du permafrost. La sécurité des connexions est essentielle. On ne peut pas risquer l'isolement de certaines régions. Alors nous, en Europe, on pense immédiatement à l'Islande et au Groenland, qui sont des régions qui, si elles sont coupées de connexion, sont en difficulté très grave. Oui. Mais bien sûr, au Canada, le Canada étant un territoire tellement immense, les connexions à l'intérieur même du Canada sont très importantes, j'imagine. Oui. Donc ça, c'est très important. Je vais parler aussi de sécurité de l'approvisionnement est essentiel. L'approvisionnement pour ces régions arctiques et l'approvisionnement pour nous, Union européenne, nous allons dépendre de ces régions dans beaucoup de domaines. Et la connexion, puisque j'ai parlé des connexions, les connexions nord-sud, mais les connexions nord-nord peuvent être une sécurité additionnelle pour tout le monde. Voilà. Donc, cohésion, connexion et humain, et penser toujours sécurité au sens large. On dit beaucoup en anglais comprehensive security, holistic security. Je pense que ce sont des termes que nous pouvons reprendre aussi en français, sécurité holistique. Oui, non, tout à fait. Vous touchez justement beaucoup de points que je voudrais développer un peu plus avec vous dans la suite de cet entretien. Tout d'abord, je voulais parler, puisque vous avez mentionné vraiment les pays scandinaves, est-ce que vous pouvez développer un peu plus quelle est la place de ces pays dans les discussions? Comme ils sont membres bien évidemment de l'Union européenne, mais aussi sont des pays de l'Arctique, quelle est leur implication dans ces ces discussions, pardon. Dans ces discussions. Alors, pour moi, ces pays, je les qualifierais de primus ou primi inter pares. C'est-à-dire qu'ils sont États membres, donc à ce titre, les autres États membres doivent également être respectés. Tous nos États membres sont égaux. En même temps, ce sont les pays arctiques, c'est eux qui justifient l'arcticité de l'Union européenne. Et bien sûr, nous ne pouvons rien faire sans les consulter avant parce qu'ils ont la connaissance. Oui. Voilà. Ils ont la connaissance. Alors, ça commence par ça, ils ont la connaissance. C'est eux qui, je donne un exemple, il y a une connaissance dans le domaine des brise-glaces, un sujet très important pour le Canada aussi. La Finlande a une connaissance technique considérable en matière de brise-glace parce que la baie à l'intérieur de la Finlande, entre la Finlande et la Suède, est gelée. L'entièreté de la baie est gelée, pas toute l'année, mais l'entièreté de la baie est gelée. Donc, les brises-glaces sont une question de survie pour la Finlande. Un autre exemple est bien sûr leur connaissance du terrain, des moyens de survie. Alors, on le voit très bien en matière militaire. Là encore, Mhm. les armées finlandaises ont acquis une connaissance d'une valeur considérable, mais aussi celle de la Suède, du Danemark. Le Danemark a acquis une connaissance du terrain grâce au Groenland qui est considérable.
Ces pays ont également, nous le reconnaissons dans notre stratégie arctique, ils ont la responsabilité première en matière de gestion, de gouvernance de l'Arctique. Et ça, nous le reconnaissons. Donc, nous les consultons au préalable. D'abord, nous discutons en permanence avec eux et bien sûr, leur avis compte, comme les autres, mais un petit peu plus que les autres. Primi inter pares. Oui, c'est très logique. Je voulais revenir un petit peu sur une entité que vous avez mentionnée un peu plus tôt dans notre conversation, c'est le Conseil de l'Arctique, donc Arctic Council. Je voulais savoir quel est le rôle que l'Union européenne a vis-à-vis de ce conseil, parce que j'avais relevé notamment que l'Union est candidate à être membre observateur depuis 2013, il me semble, et qu'il n'y a pas eu de décision finale prise à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu où est-ce que nous en sommes dans ce processus? Alors, l'Union européenne a posé sa candidature pour être observateur au Conseil de l'Arctique. Il y a un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui sont observateurs. Je citerai la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, voyons qui j'oublie, Pays-Bas, la Pologne. Et il y a un certain nombre de pays, la Belgique, je crois, il y a un certain nombre de pays qui aspirent également à devenir observateurs à un moment, même s'ils n'ont pas déposé leur demande formellement, l'Estonie ou la République tchèque. L'Union européenne a posé sa candidature donc il y a un certain nombre d'années, comme vous l'avez dit. La première fois, la candidature de l'Union européenne a été Ah, retoquée par le Canada à cause de l'interdiction de commercialisation de produits du phoque. mhm. Alors, entre-temps, donc c'est quelque chose qui était très controversé au Canada, pas qu'au Canada. Entre-temps, l'Union européenne a revu sa législation pour donner des dérogations sur les produits du phoque en provenance des populations autochtones. Donc, ceci est totalement autorisé dans l'Union Oui. européenne, moyennant un étiquetage, mais c'est autorisé. L'Union européenne a par la suite proposé à nouveau sa candidature et cette fois-ci, elle a été retoquée par la Russie. Voilà, qui ne tenait pas spécialement à ce que le groupe des pays occidentaux et notamment l'Union européenne accède à ce statut d'observateur. Alors, pour l'instant, nous avons un statut d'observateur de facto et c'est un statut qui nous permet finalement de participer au même titre que les observateurs aux travaux du Conseil arctique. Et la Commission européenne est présente dans beaucoup de groupes de travail du Conseil arctique. Elle fait beaucoup de propositions et nous sommes un soutien efficace du Conseil arctique. Voilà. Ce n'est pas le. Maintenant, si vous me demandiez, avez-vous l'intention de pousser à nouveau votre candidature, ce n'est clairement pas le moment dans la configuration géopolitique, car il faudrait un accord de tous les États membres de l'Arctique. Et à ce stade, ce n'est pas le moment de demander l'accord d'un État membre de l'Arctique en particulier. Mhm. Ouais, je comprends. Merci beaucoup. Avant de nous lancer un peu plus dans les sujets de sécurité et défense qu'on a un peu mentionnés plus tôt, je voulais que nous abordions un petit peu le EU Arctic Forum and Indigenous Peoples Dialogue qui a eu lieu le 26-27 juin 2025 en Finlande et auquel vous aviez notamment participé pour modérer justement ce panel sur Arctic Cooperation. Est-ce que vous pouvez nous partager quels étaient les sujets que vous avez abordés avec les panélistes et également leurs perspectives, insights, comme on dit en anglais? D'accord. Bon, tout d'abord, donc l'Union a organisé ce forum en Laponie. C'est un forum en Laponie finlandaise. C'est un forum qu'elle organise tous les ans depuis quelques années déjà. Et l'objectif, c'est de montrer ce que l'Union européenne peut faire dans la région, puisque, comme je l'ai dit, l'Union européenne a beaucoup de liens, a beaucoup de raisons d'être active dans l'Arctique. La beauté de ce forum, c'est qu'il se passait donc en Laponie, en été, dans la forêt boréale, juste à côté des terres Samis. Donc, nous avons eu une très importante présence représentant du peuple Sami.
nous avons pu échanger avec eux. L'intérêt aussi de ce forum, c'est qu'il est lié immédiatement avec le dialogue de l'Union européenne, avec la jeunesse arctique et avec les organisations autochtones. Donc, il y a un dialogue avec la jeunesse arctique et il y a un dialogue avec les populations autochtones qui a lieu en parallèle, et les organisations de jeunesse et les organisations autochtones sont partie prenante dans le forum et interviennent dans tous les panels. Ça a donné pour ce qui est de mon cas, ça a donné un panel très équilibré. J'étais la modératrice. Voilà. Et dans ce panel qui était à propos de la coopération internationale, il y avait le président groenlandais, donc des senior Arctic officials du Conseil de l'Arctique. Il y avait les ambassadeurs arctiques de la Finlande, de la Norvège, de l'Islande. Il y avait l'ambassadrice adjointe pour la Suède. Et bon, le Danemark n'était pas présent, mais comme le Groenland était présent, ça suffisait. Et il y avait le Circumpolar, les Inter-Circumpolar Council. Oui, c'est le Inuit Circumpolar Council. Oui, qui représente les populations inuites autour de la calotte polaire, qui étaient présentes aussi. Donc, ce panel a parlé de coopération. Bon, sans surprise, le Groenland, enfin le représentant groenlandais ainsi que le Circumpolar Council ont beaucoup parlé de l'importance de consulter les populations autochtones dans toutes les décisions et de les considérer aussi comme des partenaires à part entière pour nous, Union européenne, mais également pour les différents États qui discutent. Les relations de l'Union européenne avec l'Arctique dans son partenariat international ont aussi été abordés. Évidemment, les États arctiques ont rappelé que la gouvernance de l'Arctique est d'abord la responsabilité des pays arctiques, ce que nous ne contestons pas. Au contraire, nous sommes totalement d'accord. Et ils ont rappelé l'importance des coopérations internationales, notamment dans les domaines de l'environnement, du changement climatique et de la science. Bon, moi, ce que j'ai souligné, c'est que les coopérations internationales de l'Union européenne ne s'arrêtent pas au Conseil de l'Arctique. C'est plus vaste que ça. L'Union européenne développe des relations bilatérales avec la Norvège, avec l'Islande, avec le Canada, durant lesquelles nous discutons des politiques arctiques. Voilà un petit peu ce que nous avons discuté lors de ce panel. Durant la conférence, durant le forum, je crois qu'il y avait des représentants canadiens de Yellowknife Oui, qui étaient présents. Voilà. oui, j'ai vu ça sur le programme, ça faisait plaisir à voir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, pour revenir sur ces questions de sécurité et défense, un petit peu de la vision de la politique de sécurité et de défense commune dans la zone arctique, et puis aussi peut-être celle de la politique étrangère de sécurité commune à propos de justement cette région? Alors ça, c'est un peu une question difficile parce que l'Arctique n'est pas un chapitre de notre politique étrangère et de sécurité, même si c'est un sujet que nous abordons. Il est mentionné dans différents documents de notre politique étrangère et de sécurité, mais c'est un sujet commun avec la Commission. Donc, pas seulement politique étrangère et de sécurité. Finalement, notre politique étrangère et de sécurité, c'est de développer des partenariats internationaux, de mettre l'Arctique au cœur de nos discussions de partenariat, comme je l'ai dit, avec l'Islande, la Norvège, le Canada. Nous en discutons également avec le Royaume-Uni, par exemple, puisque le Royaume-Uni a développé également une politique arctique. Maintenant, en termes de sécurité elle-même, c'est une politique, la politique sécuritaire dans l'Arctique est une politique en création, je dirais, plus qu'en devenir. Nous parlons de plus en plus de sécurité dans l'Arctique avec nos partenaires internationaux et nous mentionnons la sécurité arctique dans le nouveau pacte océan qui vient d'être adopté par l'Union européenne. Une reconnaissance que la vulnérabilité de l'Arctique doit être prise en compte, que l'Arctique pourrait être impacté par ce qui se passe dans d'autres régions et la sécurité des câbles, qu'on appelle les flottes fantômes, les Shadow Fleet, qui sont les Shadow Fleet russes, doivent être surveillées, que la sécurité de l'approvisionnement en pêche et l'approvisionnement en terres rares dans l'Arctique sont également essentielles. Mais des actions concrètes en termes
de sécurité au sens de sécurité plus hard security ou de sécurité classique devrait quand même encore être identifié. Nous n'en sommes pas là. L'Union européenne, dans ce domaine, agit comme un facilitateur, je dirais un peu comme un cheerleader. Voilà, nous sommes là pour soutenir nos États membres et comme notre politique de sécurité est en pleine croissance, de sécurité et de défense est en pleine croissance, puisque nous soutenons, je cherche mes mots en français, joint procurement, les appels d'offres conjoints dans le domaine de l'armement, par exemple. Évidemment que ça pourrait bénéficier le Grand Nord ou des actions dans le Grand Nord. Nous soutenons également beaucoup des actions de mobilité militaire. Ça, c'est un grand sujet chez nous, la mobilité militaire, d'autant que maintenant, la Norvège, la Finlande et la Suède sont tous les trois membres de l'OTAN. Ça signifie qu'il faut pouvoir assurer le passage de matériel militaire entre ces trois pays, ce qui suppose par exemple de travailler sur des réseaux ferroviaires compatibles, ce qui suppose également de revoir les équipements dans les ports, de revoir les routes, éventuellement de désigner d'autres aéroports comme prioritaires pour le militaire, mais également pour le civil. Ça, c'est l'avantage. Quand c'est bon pour des infrastructures militaires, c'est bon pour les infrastructures civiles. Oui, tout à fait. C'est la question du dual use. C'est un terme qu'on utilise beaucoup ici au Canada. Voilà. Je voulais aborder avec vous la facilité européenne pour la paix. Donc, pour nos auditeurs, en 2022, la facilité européenne pour la paix a été établie suite à une décision du Conseil de l'Union européenne, et c'est un instrument qui a pour objectif d'accroître la capacité de l'Union à prévenir les conflits, à consolider et préserver la paix, et également à renforcer la sécurité et la stabilité internationale. Donc, quels sont ou seraient les moyens pour la facilité européenne pour la paix qui semble contourner la limite pour le financement d'opérations ayant des implications liées à la défense des territoires d'États membres de l'UE, évidemment, de la zone arctique spécifiquement? La première limite, c'est qu'il faudrait que les États membres en fassent la demande. Pour l'instant, la demande porte sur la frontière orientale de l'Union européenne. Nous sommes très tournés sur ce sujet. Il a également été mentionné pour l'Afrique, mais il s'agit essentiellement de soulever, de rendre disponibles des moyens financiers et des moyens matériels pour la défense de notre frontière orientale. Il n'a pas été question à ce stade d'utiliser ce programme une partie d'un État membre dont la souveraineté pourrait être menacée. Alors, je ne sais pas si vous avez quoi que ce soit en tête, mais s'il s'agissait de la Finlande et de la frontière orientale de la Finlande qui venait à être sous pression, on pourrait regarder. Voilà. Mais nous n'en sommes pas là. Heureusement. Nous n'avons pas encore. Voilà. Une prochaine question pour vous. Donc, comme vous avez expliqué plus tôt dans notre conversation que l'Union européenne est une organisation internationale, même supranationale, qui avait une vocation initiale un peu spéciale, plus tournée vers le domaine économique, qui de fait n'était absolument pas dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et nous nous penchons à l'heure actuelle un peu davantage sur ces questions. Donc, nous savons que historiquement, ce ne sont pas des nouvelles questions parce qu'elles ont été posées maintes fois par le passé, avec notamment le concept de la communauté européenne de défense. Et elles ont été régulièrement mises de côté au profit d'une spécialisation sur plus l'intégration économique et financière européenne qui a eu lieu tout au long du XXe siècle et qui continue notamment au XXIe siècle. Donc, avec les tensions géopolitiques actuelles qui sont accrues, la question de la souveraineté qui revient et qui est d'autant plus d'actualité, ces questions de sécurité et de défense se reposent aujourd'hui de manière plus aiguë. Où est-ce que vous pensez que nous allons par rapport à cela? Va-t-on avoir une communauté européenne de défense, CED, naître au sein de l'UE?
Quelles sont vos perspectives? Alors effectivement, vous avez raison, il y a eu plusieurs tentatives avortées de mettre en place une union de la défense, une communauté européenne de défense, plusieurs tentatives assez rocambolesques en réalité parce que ça faisait partie des projets de départ assez rapidement. Ça a échoué assez rapidement aussi. Il faut dire que la sécurité, c'est un sujet que les États membres ne veulent pas lâcher facilement. C'est quand même des signes de la souveraineté. Il a été très difficile, par exemple, de passer à la monnaie unique. Maintenant, tout le monde s'en réjouit, bien que certains États membres ne soient pas encore passés à l'euro, mais on voit les bénéfices de l'euro. On élargit au fur et à mesure la politique étrangère, mais là aussi, c'est compliqué. On reste avec une règle d'unanimité pour tout ce qui concerne la politique étrangère, ce qui fait que c'est parfois difficile d'adopter des positions communes. Là, en matière de défense, là aussi, c'était compliqué d'avancer. Donc, on a commencé avec des missions conjointes sur le terrain, essentiellement dans les Balkans, en Méditerranée, c'est-à-dire au Moyen-Orient et en Afrique, lutter contre les pirates Oui. au large de la Somalie, accompagner les bateaux dans la mer Rouge ou encore les navires au large du golfe de Guinée. Encore une fois, bon, le piratage, hein, Oui. voilà. Pour donner quelques exemples, beaucoup de missions aussi dans les Balkans et en Europe de l'Est, des missions civiles et des missions militaires. Donc petit à petit, l'Union européenne est rentrée de plus en plus dans le domaine de la sécurité et de la défense, mais le tournant, ça a été 2022, février 2022 et l'invasion à plein régime, enfin l'agression à plein régime de la Russie contre l'Ukraine. Ça a marqué un tournant. Et là, suite à ça, l'Union européenne a lancé des projets justement pour mettre en commun des fonds, justement pour mettre en commun des appels d'offres, voire contracter du matériel également européen. Donc le projet est aussi de recréer une base industrielle européenne, puisque celle-ci, d'abord, est morcelée, mais en plus est insuffisante. Donc ça, c'est une première chose. Ce que le projet européen de défense n'est pas, ne parle pas de création d'une armée. Que les choses soient claires, il n'y a pas d'armée européenne. Numéro un. Et numéro deux, l'OTAN reste. 23 des 27 États membres de l'Union européenne font partie de l'OTAN. Il faut dire qu'il y a des pays qui sont neutres aussi. Donc 23 des 27 États membres de l'Union européenne font partie de l'OTAN. Et l'Union européenne s'inscrit plus dans la complémentarité avec l'OTAN. Et donc, il y a énormément de coordination entre l'Union européenne et l'OTAN. Par exemple, tout ce qui concerne les appels d'offres joints, c'est sur la base des standards de produits de l'OTAN et ça repose également sur ce qu'on appelle le gap analysis, l'identification des lacunes qui pourraient exister en matière d'armement, cette identification ayant été faite aussi par l'OTAN. Alors maintenant, pour l'article, encore une fois, la défense au sens traditionnel, au sens pur, on n'en parle pas encore dans l'article comme rôle pour l'Union européenne, parce qu'après tout, on parle d'eau territoriale ou de zone économique exclusive des États membres en ce qui nous concerne, ou de celle du Canada, ou de celle des États-Unis, ou de celle de la Russie. Parle d'une zone entre pays qui partagent les mêmes valeurs, une zone qui finalement est une zone OTAN. Donc, en quelque sorte, il y a déjà ce qu'il faut. Il y a déjà ce qu'il faut jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait besoin d'une coordination supplémentaire ou de soutien supplémentaire aux connexions. Et là, peut-être que l'Union européenne sera appelée à jouer un rôle. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. D'accord, oui, merci. Ça aide vraiment, je pense, les auditeurs à comprendre un petit peu l'historique et vers où on va. Je voudrais maintenant un peu tourner notre attention sur d'autres questions, donc notamment celle de l'exploitation des ressources et le développement, bon, bien entendu économique et social, des communautés autochtones locales. Donc au Canada, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants. Est-ce également le cas en Europe, notamment dans les pays scandinaves? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Alors,
Il y a deux populations autochtones finalement. Vous voulez dire en Europe, c'est bien ça? Oui. Il y a celle des Samis. Les Samis sont présents en Suède, en Finlande, en Norvège, bon, et également normalement en Russie. Il y a celle des Inuits. Les Inuits sont présents au Groenland. Et alors, la particularité du Groenland, c'est que c'est un territoire inuit entièrement. Alors, un territoire qui fait partie d'un royaume, mais un territoire avec une autonomie considérable. Alors, pour ce qui est des populations inuites, oui, je pense que là, il n'y a pas besoin de prouver l'importance que cela revêt pour l'Union européenne et pour le Royaume du Danemark, puisque le Royaume du Danemark non seulement a donné une autonomie considérable au Groenland dans certains domaines, et cela comprend l'exploitation des ressources sur le territoire du Groenland. Pour ce qui est des Samis, qui sont donc dans les territoires du nord de la Finlande et de la Suède, il y a une consultation systématique des populations samis cas de projets économiques. Alors, le fait est que les intérêts ou les dynamiques entre les Inuits du Groenland et entre les populations samis sont très différentes, les dynamiques économiques, parce que le Groenland a très bien compris l'intérêt de pouvoir exploiter les ressources au Groenland, qu'il s'agisse de ressources énergétiques, hydrauliques, hydropower ou hydrogène à l'avenir, halieutique, évidemment halieutique, ça va sans dire, mais également des terres rares. Au nord de la Suède et de la Finlande, et c'est la même chose en Norvège, les Samis considèrent que, ou en tout cas une partie des Samis considèrent que toute exploitation, par exemple installation d'éoliennes, les fameux windmills sur leur territoire ou l'exploitation de mines perturbe d'abord perturbe le pâturage de leurs troupeaux, des troupeaux de rennes. Or, ce sont des territoires considérables qui sont nécessaires pour les troupeaux de rennes. Donc là, nous, l'Union européenne, on a une position qui est celle les populations autochtones et locales doivent être consultées de façon libre, préalable et informée. Mais ensuite, c'est à l'intérieur de chaque État de mener ces consultations et de prendre en compte l'avis des populations autochtones. Très souvent, ce que j'entends, c'est de demander aux populations autochtones si elles s'opposent à un projet de proposer des alternatives. Et c'est sur ce mode de la discussion sur les alternatives qu'un consensus peut être atteint. En tout cas, vis-à-vis du Groenland, ça, je voudrais quand même le souligner parce que nous avons notre politique arctique qui est une chose dans notre communication jointe, mais nous avons également une politique vis-à-vis du Groenland qui est en quelque sorte séparée parce que le Groenland est considéré comme, en français, on appellerait ça un dom-tom, un domaine ou un département ou territoire d'outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, pour mentionner un dom-tom proche du Canada. Bon, sauf que le Groenland est beaucoup plus grand et bénéficie de beaucoup plus de fonds. Bon, il est beaucoup plus grand, mais c'est 57 000 habitants. Le Groenland bénéficie depuis déjà des années, depuis qu'il a quitté l'Union européenne. Il a quitté l'Union européenne en 85. Depuis qu'il a quitté l'Union européenne, il y a un accord de soutien à la pêche pour le développement des moyens de pêche durable. Donc, c'est un soutien financier en échange pour un accès aux eaux territoriales de pêche groenlandaises. Et il y a également un soutien de 220 millions d'euros pour 7 ans au Groenland. Donc, 220 millions d'euros pour 57 millions d'habitants, c'est considérable. Européenne soutient pour moitié le système d'éducation au Groenland. Le budget de l'Union européenne finance la moitié du budget de l'éducation au Groenland et soutient également de plus en plus la croissance verte. Mais nous travaillons maintenant à un nouveau projet qui est un soutien aux investissements au Groenland, investissements qui concerneraient l'énergie, le digital et les terres rares. C'est un projet d'accélération des investissements dans la région, entièrement mené dans le cadre d'un dialogue politique avec le Groenland, parce que il faut que ça bénéficie au Groenland et il faut que ce soit d'après des normes environnementales et sociales soutenables. Voilà.
Donc, c'était important que je souligne ce dernier point. Oui, merci beaucoup de l'avoir fait parce que c'était justement la question que j'allais vous poser ensuite. Donc, Ah, voilà, j'ai anticipé, oui, j'ai non, mais anticipé. c'est parfait. Justement, pour continuer un peu sur ce point des innovations technologiques, notamment en termes de communication dans le cadre énergétique, des personnes, des biens et services, pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus sur le soutien de l'Union européenne dans ce secteur? Et notamment, je voulais plus mettre l'emphase sur du point de vue collaboratif avec le Canada pour tisser justement ces liens nord-nord dont vous parliez tout à l'heure et contrebalancer dans une certaine mesure, si c'est possible, les liens plus nord-sud traditionnels. Oui, tout à fait. Alors, le Nord-Nord, on essaie de le développer. On a les réseaux prioritaires TEN-T, on appelle ça, et aussi TEN-I, TEN-E pour l'énergie. C'est-à-dire qu'on essaie de développer des réseaux prioritaires pour les transports et pour l'énergie, mais aussi pour le digital. C'est vrai que ce sont des réseaux qui ont tendance à être très nord-sud historiquement, mais le but, c'est de les développer de façon nord-nord, justement pour favoriser la mobilité entre les États membres. Évidemment, il y a une question de rentabilité inévitable avec des populations extrêmement petites ou éparses. Il faut pouvoir justifier le développement de ces infrastructures. Mais il y a des pôles dans chacun des pays du Nord, et là je parle des pays européens, il y a des pôles de développement, que ce soit Kiruna, Narvik, voilà, je parle Norvège, Suède, peut-être que Narvik est connu aussi au Canada parce qu'il y a eu la fameuse bataille de Narvik pendant la Deuxième Guerre mondiale. Kiruna, ça a été c'était le producteur de fer le plus important en Suède, c'est pour ça que d'ailleurs les Allemands, les nazis voulait rentrer par le port de Narvik, c'était pour mettre la main sur les mines de fer suédoises. Il y a des pôles de développement dans le nord de la Finlande aussi. Et donc, on essaie de développer ces connexions de façon intelligente. Alors, les connexions digitales aussi sont très importantes. Ensuite, on essaie de développer les connexions et on va regarder avec l'Islande, qui est un partenaire très étroit avec lequel nous renforçons encore davantage notre partenariat pour voir comment nous allons devoir discuter à un moment de renforcer la sécurité digitale de l'Islande. Même chose avec le Groenland. Donc tout ceci est très important. Avec le Canada, c'est discuté dans le cadre des alliances et du partenariat entre l'Union européenne et le Canada. Et donc là, je ne suis pas experte en la matière, sont plus des domaines transport ou des domaines de coopération digitale, mais Justement, je pense avec la fonte qu'on des regarde comment glaces, coopérer comme nord-nord de l'Arctique façon a un plus climat étroite. qui est vraiment C'est une très grande spécifique demande et aussi il des y a peuples, également la pas question des seulement feux de autochtones, forêt mais des qu'on a un petit populations peu locales abordé qui plus vivent dans tôt. le nord. Et je crois que Également c'est un sujet important que nous au avions moment où touché lors de la notre fonte des premier glaces fait épisode de que la série avec la Marisol navigation risque de Maddox, que s'intensifier j'encourage dans nos ces régions. auditeurs d'écouter. Pouvez-vous, Claude, nous partager ce que l'Union européenne fait dans ce domaine-là? Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et également c'est le cas pour de nombreux auditeurs car les feux de forêt malheureusement ravagent régulièrement la région autour du pôle Nord et notamment au niveau du pergélisol ou permafrost en anglais. Pergisol. Pergisol, oui. Tout à fait, mais les feux de forêt, bon, c'est un défi pour l'Union européenne, bien sûr, et l'Union européenne a développé une certaine expertise pour contenir ces feux de forêt. Mais l'expertise de l'Union européenne, elle est assez différente au départ, parce elle est plutôt axée sur la Méditerranée. Donc les feux de forêt en Croatie, les feux de forêt dans le sud de la France, en Espagne, en Grèce. Donc à cause de ça, l'Union européenne a mis en place un mécanisme de protection civile qui s'appelle UCPM pour pouvoir
pour pouvoir mettre ensemble très rapidement des Canadair, des moyens communs pour pouvoir mobiliser les forces de lutte contre le feu, qu'on parle de moyens matériels et de personnes également. Alors maintenant, quand on parle des feux de forêt dans l'Arctique, c'est beaucoup plus compliqué. Le Canada a fait appel au mécanisme UCPM il y a quelques années pour des feux de forêt. L'Union européenne a répondu présente et a envoyé son aide et son soutien. Ça, c'était il y a quelques années. Mais évidemment, la distance rend les choses beaucoup plus compliquées dans l'Arctique, mais également l'étendue considérable dont on parle quand on parle d'un feu de forêt dans l'Arctique. C'est très difficile d'éteindre un feu de forêt et en fait, il y a le risque, c'est qu'il y ait des feux dormants. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas brûler violemment, mais ils sont là, petits, prêts à renaître ou à s'étendre beaucoup plus rapidement. Et là, je pense que ce qui est très, très important, c'est le suivi, ce qu'on appelle le monitoring en bon français, assurer un suivi, alors avec des postes sur place, mais aussi une observation satellitaire. Et c'est là un des outils de l'Union européenne qui est l'outil Copernicus, qui est un système de satellites extrêmement présent et puissant dans l'Arctique, notamment utilisé à des fins environnementales et climatiques, est précieux. Le Canada a la possibilité d'être associé avec Copernicus et je pense que le Canada utilise Copernicus. Et ce qui serait important, c'est qu'on regarde encore plus ce qu'on pourrait faire avec Copernicus justement pour agir en amont pour ces feux de forêt, pour les repérer en avance. Le système d'alerte, pas seulement quand le feu est déclenché, mais quand il est en train de couver à tout petit bouillon encore imperceptible parce que l'Arctique est si vaste, mais qui pourrait s'étendre de façon catastrophique. Justement, en parlant de Copernicus, ça me fait penser au programme Horizon Europe. Quels sont les moyens que ce programme a qui sont déduits aux questions de la zone arctique des États membres de l'UE, mais il me semble que aussi avec le Canada, il y a quelque chose qui peut être fait. Alors, Horizon Europe, donc c'est le nom du programme qui court encore jusqu'en 2027, parce qu'on fonctionne par programme sur 7 ans. Donc, Horizon Europe a 300 millions d'euros qui sont dédiés à la recherche sur les sujets arctiques. 300 millions d'euros sur 7 ans, c'est considérable pour cette zone à l'échelle de l'Union européenne et on peut faire beaucoup de choses. Et ça fait de l'Union européenne un des leaders en matière d'Arctique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? D'abord, déjà, on contribue activement aux actions du Conseil arctique en fournissant de la recherche. Il y a beaucoup de travail pour ce qui est du suivi dans l'Arctique, les programmes de suivi et d'évaluation de l'Arctique. Il y a des programmes d'information sur les feux de forêt, comme vous l'avez mentionné. Il y a des programmes de recherche dans le domaine du black carbon et du méthane. Il y a des programmes de recherche aussi sur les océans. Beaucoup de fonds sont alloués pour l'océan, notamment la question de l'acidification des océans, qui est un problème peut-être qui est plus prégnant dans la partie européenne qu'au Canada, mais la protection de l'environnement marin et de la biodiversité terrestre et marine est très importante. Alors, Horizon, on peut se joindre à Horizon moyennant une contribution. En quelque sorte, on paye un droit d'entrée. Et une fois qu'on a payé ce droit d'entrée, la première fois, ça rend éligible aux appels d'offres que lance Horizon pour des projets de recherche, pour être un centre pour être un centre de recherche soi-même avec le soutien de Horizon. Bon, après, les années suivantes, on regarde quel a été le taux de retour de ces appels d'offres pour un pays donné. Et s'il y a un taux de retour considérable, il y a des chances que le droit d'entrée augmente un petit peu. Mais il y a beaucoup d'États tiers qui sont étroitement associés à Horizon de cette façon. Et justement, pour tirer un peu plus le fil du point de vue de la recherche, donc est-ce que le Conseil européen de la recherche
coordonne actuellement des efforts liés aux questions scientifiques de l'Arctique, peut-être en lien avec Horizon Europe? Alors, je n'ai pas d'informations spécifiques sur ce dossier, mais effectivement, le Conseil européen en matière de recherche, c'est-à-dire quand le Conseil des ministres de l'Union européenne, les ministres qui sont chargés de la recherche et de l'innovation se réunissent, ils discutent d'Horizon, bien sûr. Je ne sais pas si en ce moment particulièrement, ils discutent de l'Arctique, parce qu'il y a eu une révision de notre programme Horizon, puisque le programme Horizon se déroule sur 7 ans. Évidemment, il y a des mises à jour. Et il y a eu une mise à jour pour les 2 dernières années. Ça a confirmé les programmes pour l'Arctique. À l'heure actuelle, ce qu'on discute, ce n'est pas spécialement Horizon ni l'Arctique. En fait, ce qu'on discute, c'est le cadre financier de l'Union européenne pour les 7 prochaines années à venir, 7 prochaines en débutant à partir de 2027. 28, je ne sais même plus quelle année on change. Dans ces eaux-là, c'est un gros sujet. La proposition originale de la Commission va sortir le 16 juillet et nous attendons tous avec impatience ce qui va sortir, s'il y aura un budget global et qu'à l'intérieur, il y aura des répartitions pour des grandes politiques. Voilà. Nous attendons de voir ce qui sort, mais c'est une première proposition qui sera débattue avec les États membres et avec le Parlement européen. Donc, il coulera encore beaucoup d'eau sous le pont avant qu'on ait la photographie précise de ce qui va se passer pour la recherche et pour la recherche arctique. Justement, j'avais une autre question un peu connexe. Est-ce qu'il y a un objectif lié aux questions de l'Arctique fixé par HERA, donc Health Emergency Preparedness and Response Authority de l'Union? Alors, pas à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait un sujet arctique spécifiquement pour HERA. Il y a un sujet d'étendre HERA à certains États tiers. Enfin, je parle de nos États étroitement associés que sont la Norvège et l'Islande, qui sont des États européens qui ont bénéficié un petit peu de l'aile protectrice ou de la couverture de l'Union européenne au moment du Covid, puisqu'ils ont pu être associés au moment des achats joints de vaccins. Voilà, mais ils n'ont pas accès entièrement à HERA. Donc, à ma connaissance, il n'y a rien de spécifique dans l'Arctique, mais voilà, maintenant, vous m'avez donné quelque chose sur lequel je dois plancher pour voir s'il y a un sujet arctique en particulier. Désolée. Claude, avant de conclure notre épisode, quelles seraient les dernières considérations que vous aimeriez partager avec nos auditeurs, des idées qui devraient retenir et partir avec? Alors, bon, la première, mes mantras, comme je les ai expliqués, pour moi, c'est cohésion, connexion. Essayer d'appliquer ça à chaque fois que nous parlons d'Arctique et partenariat international. Je crois que vraiment, on a des relations très proches avec le Canada. Il y a eu un sommet Union européenne-Canada qui a réaffirmé l'importance de nos liens. Je crois que c'est le moment vraiment de parler Arctique beaucoup plus avec le Canada, même si chacun, à partir de notre place, l'Union européenne est observateur et le Canada est un État membre du Conseil de l'Arctique, mais l'Union européenne est arctique aussi. Donc, il serait temps, le propos est mal choisi, mais je crois que nous pouvons continuer à travailler ensemble. Nous avons beaucoup de choses dont nous pourrions discuter, et notamment un renforcement de la recherche et de l'innovation en commun quand nous parlons de l'Arctique. La sécurité au sens large pose d'avoir les meilleures bases possibles scientifiques et partagées entre les différentes zones arctiques. Claude, vraiment un immense merci de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui pour une discussion absolument passionnante à propos de l'Arctique. Et merci également d'avoir partagé les perspectives de l'Union européenne sur le sujet. Merci beaucoup et merci beaucoup aux auditeurs qui écouteront et un grand bonjour et beaucoup d'amitié pour le Canada et les Canadiens. Merci beaucoup Claude. À nos auditeurs, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous nous réjouissons de partager avec vous le prochain épisode de Beyond Arctic Frontiers. Restez branchés!